Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier webinaire du printemps 2026. Je m'appelle Charles, je suis conseiller chez HomeGrade et modérateur de cette présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore HomeGrade, HomeGrade est le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement en région bruxelloise. Nous proposons aux particuliers divers accompagnements gratuits dans le but de les conseiller au mieux dans leurs projets de rénovation, ayant pour but d'améliorer leur logement et ou d'en réduire l'impact écologique. Vous pouvez nous joindre soit via le formulaire de contact sur homegrade.brussels, soit par téléphone au 1810, et vous pouvez aussi passer nous voir sans rendez-vous dans nos locaux qui sont situés place Quetelet numéro 7, entre les métros Madou et Botanique, sur le site de l'ancien observatoire d'astronomie de Bruxelles. Sur notre site web, nous vous proposons toute une série de brochures thématiques et de fiches infos autour de la rénovation de l'habitat. Vous y trouverez par exemple une brochure sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, une autre sur l'isolation des toitures inclinées ou des toitures plates, une autre sur l'isolation des murs par l'extérieur, etc. Nous y avons aussi publié de nombreuses fiches infos comme celle sur la priorisation des travaux en copropriété. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez y retrouver d'ici quelques jours cette présentation, ainsi que les différents webinaires que nous avons déjà réalisés, comme celui de la semaine passée sur l'isolation thermique de nos habitations. Alors, pour introduire le webinaire du jour, rien de mieux qu'une observation tirée de mon quotidien chez HomeGrid. En tant que conseiller énergie rénovation, je rencontre très souvent des personnes qui ont leur certificat PEB en main, mais qui ne savent pas vraiment où trouver les informations importantes pour leur projet de travaux. Et beaucoup se demandent, par exemple, quels travaux faut-il prioriser ou encore quel sera l'impact sur mon certificat si je ne réalise qu'une partie des travaux. Et c'est vrai, le certificat PEB est devenu de plus en plus complet et parfois un peu plus complexe à lire. Le but du webinaire d'aujourd'hui est justement de vous aider à mieux comprendre ce document, comment le lire correctement, où trouver les informations utiles et comment l'utiliser comme un véritable outil d'aide à la rénovation. Et pour nous accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Vandernoot, conseiller lui aussi chez HomeGrade, mais aussi certificateur et formateur PEB, qui va nous guider pas à pas à travers le certificat PEB de la région de Bruxelles-Capitale. Nicolas, la parole est à toi. Parfait, merci. Et merci à tous les, les auditeurs présents ce midi. Donc, en effet, on va parler du certificat voilà, et avant de vraiment attaquer le contenu, le but c'est un petit peu également de démystifier ce qu'est le certificat. Comme le disait Charles, on a pas mal de questions là-dessus. On se à quoi finalement ça sert, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut trouver, quelle est la pertinence des informations qu'on peut trouver. Donc, vraiment, ma présentation sera basée en deux parties. Donc, d'abord un peu, c'est quoi un certificat? Et puis, et la deuxième partie sera vraiment page par page, regarder un petit peu le contenu du certificat et les informations pertinentes qu'on peut, qu'on peut y trouver. Alors, le certificat, c'est... Alors, je vais juste ici. Voilà. Le certificat, d'abord, c'est quoi? Il existe plusieurs types de certificats en région bruxelloise. Donc, il existe un certificat pour les bâtiments publics, c'est basé sur les consommations. Il existe un certificat tertiaire pour les bureaux de plus de 500 mètres carrés. Et il existe également les certificats pour les unités résidentielles, donc pour les logements. Dans ce cas-là, là aussi, deux types de certificats, ceux qui sont émis par Bruxelles Environnement, directement par Bruxelles Environnement suite à une procédure de PEB travaux. Et enfin, c'est ce qui nous concerne ici, les certificats résidentiels pour les unités, pour les logements existants. Ça concerne à peu près 620 000 logements en région de Bruxelles-Capitale. Et pour que vous ayez une idée du travail déjà accompli dans la certification, sachez qu'à peu près la moitié de ces logements ont aujourd'hui un certificat. Alors, on va essayer d'un petit peu d'abord définir ce fameux certificat, donc le certificat PEB. Et pour rappel, PEB, c'est performance énergétique du bâtiment. Et en fait, il nous informe sur un niveau théorique de consommation d'énergie
même d'énergie primaire, je dirais en deux mots ce que ça veut dire, et ça sur base annuelle, à un moment donné. Et cette consommation théorique de mon logement est ramenée à 1 m². Donc, on va le diviser par une surface, j'en parlerai tout à l'heure. Et pourquoi? Mais pour pouvoir comparer des logements de tailles différentes entre eux. J'ai un appartement de 80 m². C'est clair que sa consommation, toutes choses restant égales, sera différente de celle d'un appartement de 100 m². Mais pour quand même comparer les performances énergétiques de ces deux logements, ben, on les ramène à 1 m². On le divise par la surface. Alors, j'ai dit qu'en fait, je vous ai dit que le résultat d'un certificat est exprimé donc en kilowattheures d'énergie primaire par an par mètre carré. Et c'est quoi ce fameux énergie primaire? Alors, en fait, cette énergie primaire, c'est quoi? Ben, c'est l'énergie qui est directement disponible, a priori, et on ne va pas faire un débat philosophique là-dessus, mais ça concerne le mazout, le gaz. Ben voilà, j'achète 1 m³ de gaz, ça me fait à peu près 10 kWh d'énergie disponible, à peu près, et donc le facteur que je peux directement, dont j'ai directement usage, ce facteur multiplicatif sera de 1. Par contre, quand j'utilise de l'électricité, cette électricité, il faut la produire. Et là aussi, pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes, imaginons que je chauffe à l'électricité. Ben, l'électricité, il faut la produire. Déjà, elle coûte beaucoup plus cher, hein, 3 ou 4 fois plus cher que le gaz, mais il faut la produire. Et on estime que pour la produire, ben, il y a un rendement. Le rendement, il ne se trouve pas dans mon logement, mais bien dans les centrales, les pertes dans le transport, etc. Et tout ce qui est électrique, donc, est multiplié par un facteur multiplicatif de 2,5 pour arriver à un équivalent en énergie primaire. Ce DRMI, j'en parlerai encore un petit mot en fin de présentation, il est naturellement arbitraire, hein, il évolue aussi, mais il est officiel et légal. Donc, tout ce qui est électrique est multiplié par 2,5. Donc, toutes les consommations électriques sont multipliées par 2,5. Ces kilowattheures en énergie primaire par mètre carré an, qui sont le résultat de mon certificat, vont donner la fameuse classe énergétique. C'est souvent ça qu'on retient, hein, cette classe énergétique qui va de A à G. Donc, ce certificat, cette classe énergétique, c'est donc une photo de l'état énergétique du bâtiment, et plus exactement du logement, puisqu'on parle chaque fois par logement. Et je vais encore le dire par après, mais c'est très important, cette photo, comme une photo d'ailleurs, c'est basé sur ce que le certificateur a vu et sur les preuves acceptables qu'il a reçues. Sinon, c'est basé sur des valeurs par défaut. Un certificateur ne va jamais casser une finition dans un grenier pour voir s'il y a de l'isolant derrière. Soit il reçoit une preuve du propriétaire qu'il y a bien une isolation, soit simplement il va dire bah, moi j'ai rien vu et j'ai rien cassé, donc je ne sais pas ce qu'il y a. Donc il n'y a pas de contrôle destructif effectué par le certificateur. On ne va pas faire un carottage dans un toit plat pour voir s'il a été isolé ou pas. Ça a l'air, je dis ça comme ça, mais c'est quand même très important par rapport aux résultats que certains obtiennent, alors qu'ils pensaient que tout était isolé, mais le certificateur, il ne peut le faire qu'avec les éléments qu'il a vus ou qu'il reçoit. Alors, ces fameuses classes énergétiques, on a souvent la remarque, donc on va directement en parler, elles diffèrent par région. Ça veut dire quoi qu'elles diffèrent par région? Le résultat exprimé en kilowattheures par mètre carré an, même si c'est des logiciels différents, ils seront plus ou moins les mêmes d'une région à l'autre pour un bâtiment de même type. Mais la classe énergétique associée, elle, est différente. Et comme on peut le voir ici sur le tableau, par exemple, une classe D en Wallonie, mais ça peut correspondre à un F à Bruxelles. On voit qu'en Flandre, il n'y a pas de G. Donc, que même un C en Flandre peut correspondre à un F à Bruxelles. Ça fait des sacrées différences. Et comme souvent on ne retient que la classe énergétique, là aussi, il faut faire attention et certainement pas comparer d'une région à l'autre. Voilà, nous sommes en Belgique. La compétence en matière énergétique pour les bâtiments est une compétence régionale. Donc, chaque régional a adapté ses classes énergétiques, ses labels, en fonction du résultat obtenu. Et je ne ferai pas d'autres commentaires à ce niveau-là. Alors, et c'est peut-être plus important de dire ce que le certificat n'est pas. Le certificat, ce n'est pas un audit énergétique. Pourquoi? Parce qu'il y a des simplifications par rapport au type de paroi, il n'y a pas de calcul de temps de retour. On, on tient compte que ce qu'on a vu ou ce qu'on a reçu comme information. Donc, ce n'est pas spécialement le reflet strict de la réalité. Je le répète, c'est basé sur ce qu'on peut observer sans destruction ou ce qu'on a reçu comme preuve du propriétaire.
très important, il ne reflète pas la consommation réelle en énergie du logement. Donc, les consommations théoriques calculées par le certificat sont dans la plupart des cas nettement supérieures à la consommation réelle. Pourquoi? Puisqu'en fait, le certificat ne tient pas compte de l'usage du bâtiment. Donc, on estime que toutes les pièces sont occupées et chauffées en permanence. Et ça, c'est très important. Il ne donne pas l'état général de la maison. Il ne mentionne pas les pathologies ou les malfaçons éventuelles. Si j'en vois que une isolation a été placée de façon, ça a été cochonné, c'est pas grave, on n'en tient pas compte. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, pour le certificat, on n'en tient pas compte. On estime quand même qu'il y a une isolation présente. Si l'électricité n'est pas conforme, on n'en tient pas compte. Si les appareils ne fonctionnent pas, on n'en tient pas compte. Un exemple classique, j'ai un thermostat d'ambiance qui est cassé, le certificateur, il va constater qu'il y a un certificat, qu'il y a un thermostat d'ambiance, il va dire dans le certificat, dans le logiciel, il va introduire qu'il y a un certificat d'ambiance, même s'il ne fonctionne pas. Si la chaudière est en panne, on n'en tient pas compte. Donc le certificateur n'est pas là pour vérifier du bon fonctionnement des appareils. Donc on n'en tient pas compte. Alors que dans un audit énergétique, ben, si vous avez une régulation d'une chaudière qui est mal utilisée ou pas utilisée, on en tiendra compte évidemment et ce sera mentionné dans l'audit, pas dans un certificat. Ce sera mentionné nulle part. Si vous avez un châssis qui est mal placé ou déréglé ou qui n'a pas été bien mis ou la mise en œuvre de l'isolation est mal faite, on n'en tient pas compte. C'est important de le savoir. Alors, comment est calculé, et là c'est en quelques mots, la consommation théorique d'un logement? Donc, c'est en fait, on calcule l'énergie consommée pour chauffer tout le volume, ce qu'on appelle en certification le volume protégé. En gros, c'est le volume chauffé ou éventuellement refroidi, et l'énergie consommée pour produire l'eau chaude sanitaire. Et pour ça, on va tenir compte du volume du logement, des déperditions de toutes les parois extérieures, des déperditions de la non-étanchéité et de la présence éventuelle d'une ventilation, du rendement des installations techniques, qui vont produire l'eau chaude et la chaudière, des apports énergétiques gratuits. Hein. Si j'ai une vitre plein sud, ben, ça apportera par exemple de l'énergie gratuite. On en tient compte dans le certificat. On tient compte naturellement de toutes les énergies renouvelables produites. Si vous avez des panneaux photovoltaïques, bien entendu qu'on va en tenir compte. Et je vous l'ai dit également, on tient compte de ce fameux transformation, du coefficient de transformation en énergie primaire, puisque l'électricité que vous utilisez dans un logement doit être produite, par exemple pour se chauffer ou pour refroidir, et ça un rendement, donc il y a ce fameux coefficient de 2,5, j'en ai déjà parlé. Donc c'est comme ça qu'on calcule la consommation théorique de ce logement, qu'on va diviser, comme je vous l'ai dit, par la superficie pour obtenir des kilowattheures par mètre carré par an, qui vont eux-mêmes donner ma classe énergétique. Donc, le certificat, il ne tient pas compte de quoi? Il ne tient pas compte des consommations réelles. Je vous l'ai dit, la consommation calculée par le certificat est nettement supérieure que la consommation réelle. Et c'est très frustrant pour les gens, les propriétaires qui font un certificat de leur logement. Ils disent, mais enfin, regardez mes factures, je consomme vraiment 3 fois moins que ce que vous avez trouvé. C'est vrai, mais voilà. Donc, on ne tient pas compte des consommations réelles. Et corollaire, on ne tient pas compte du comportement des occupants, de l'occupation du logement, de la bonne utilisation ou pas des équipements installés, des gestes urés et des petites choses que les gens font à juste titre pour moins consommer d'énergie, mais qui ne sont pas pris en compte dans le certificat. Typiquement, un sas à l'entrée, les gens qui mettent un isolant mince derrière un radiateur avec un réflecteur, on n'en tient pas compte. Les gens qui vont isoler leur caisson de volet, on n'en tient pas compte. Donc ces petits gestes-là, ces petites choses-là, on n'en tient pas compte. On ne tient pas compte de l'électroménager, de l'éclairage, de la présence éventuelle d'une piscine, des nombreux aquariums ou que sais-je, on n'en tient pas compte également. On ne tient pas compte non plus de la non-étanchéité d'une porte ou d'un châssis. Quand on fait un certificat, souvent les gens nous disent, le locataire se plaint, regardez, à juste titre, mon châssis n'est plus du tout étanche, il est mal réglé, de l'air passe à travers. Donc j'espère que vous allez bien mentionner ça sur le certificat. Hélas, non, on ne tient pas compte de cela sur le certificat. Alors, comment est-ce qu'on fait un certificat? On fait une visite sur place, on prend des constatations et prises de mesures. On utilise les preuves qui sont fournies par le propriétaire, par exemple des photos de travaux, des documents d'octroi de primes, les factures, il y en a encore d'autres, le contrôle périodique de la chaudière.
On encode ça dans un logiciel qui est fourni par la région et on utilise un protocole strict, toujours qui est publié, qui est public sur le site de la région, sur le site de Bruxelles Environnement. Donc en théorie, et c'était certainement pas le cas au début, en 2011, quand tout a commencé, mais aujourd'hui quand même, c'est de plus en plus le cas, deux certificateurs avec les mêmes éléments reçus du propriétaire devraient produire le même certificat à peu de choses près. Le protocole et le logiciel sont tout à fait publics et tout le monde peut l'utiliser. Vous avez ici, voilà, il y a le protocole pour ceux que ça amuse. Il y a 3 livres qui font à peu près 100-150 pages chacun, dans lesquels il y a vraiment tout expliqué. C'est relativement lisible. Bon, il y a quelques notions techniques, mais c'est relativement lisible. Et puis, il y a un logiciel, là, c'est un peu plus compliqué à utiliser. Mais pour ceux que ça amuse, il est public et il est téléchargeable et on peut l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser. Naturellement, vous ne saurez pas sortir un certificat, vous aurez juste le résultat exprimé en kilowattheure par mètre carré an. Vous ne saurez pas sortir le certificat, mais vous savez quand même refaire les calculs si ça vous dit. Donc, c'est vraiment public. Alors, à quoi sert le certificat? À l'origine, donc le certificat, je vous rappelle, 2011, je crois que c'est les certificats, ça a commencé en juillet 2011 en région de Bruxelles-Capitale, ça fait déjà quelques années, mais ça servait essentiellement à comparer des biens entre eux. Et vraiment, ça n'allait pas plus loin, c'est de comparer des biens entre eux. Si j'avais un appartement qui avait un loyer de 1000 euros avec 50 euros de charge, euh, ou un certificat C, ben, c'était peut-être plus intéressant de louer ça que celui qui avait un loyer que de 900 euros, mais avec peut-être 200 euros de charge et un certificat F ou G. Donc, c'était vraiment pour comparer les biens entre eux que ça existait. Et ça incitait également les propriétaires, bailleurs ou occupants, à rénover leurs biens. Aujourd'hui, ce rôle existe toujours naturellement, mais l'utilisation du certificat s'est quand même un petit peu élargie. C'est toujours obligatoire lors d'une mise en vente ou d'une mise en location. Je rappelle ici que c'est bien lors d'une mise en vente, donc cette publication de la vente ou de la location d'un bien qu'en théorie, il faut avoir ce certificat. Il a une vraie influence sur le prix de vente. Normalement, un expert géomètre qui travaille bien va exiger cela pour faire une évaluation d'un bien. Bon, ça ne va pas aller du simple au double, mais enfin, on parle quand même de 5 à 10 d'écart entre un très bon, pour un même bien, entre un très bon certificat et un mauvais certificat. Influence également sur le prix du loyer en cas de location. Sachez que si vous faites un emprunt hypothécaire, la banque va toujours exiger le certificat et en fonction du résultat, va vous donner éventuellement des taux différents. Donc, c'est également utilisé en tant qu'outil vraiment par la banque. Sachez également aujourd'hui que c'est obligatoire pour indexer un loyer. Donc, si vous n'avez pas de certificat, quand vous mettez un bien en location, même s'il est en location depuis 20 ans et qu'à l'époque, ce n'était pas obligatoire, aujourd'hui, pour indexer, il faut un certificat. Si c'est un bail qui a été signé après la crise énergétique, le résultat du certificat, qu'il soit A ou G, n'a aucune influence sur le taux d'indexation. C'est un petit peu différent pour les baux d'avant la crise énergétique. Mais donc, pour les baux récents, même avec un G, on peut faire 100% de l'indexation du loyer, mais il en faut un. Donc, il faut ce certificat. Et sachez enfin que ce certificat permet également d'avoir une réduction des droits d'enregistrement si lors de l'achat d'un bien, vous vous engagez à avoir un saut de classe de minimum 2, donc d'avoir 2 sauts de classe. Vous pouvez par saut de classe diminuer le montant sur lequel sont calculés les droits d'enregistrement de 25 000 euros par saut de classe. En quelques mots, ça veut dire que vous avez pour 2 sauts de classe un gain d'à peu près 6 200, 6 300 euros. Il y a quand même des conditions, ça doit être votre premier achat, domiciliation dans les 3 ans, séjourner 5 ans dans le bien et les travaux réalisés dans les 5 ans doivent être réalisés dans les 5 ans qui suivent l'achat. Si ce n'est pas le cas, vous devrez rembourser avec une petite pénalité de 10%. Vous devrez rembourser ces 6 300 euros. L'utilisation future du certificat, ce certificat, il sera utilisé pour quelque chose de beaucoup moins drôle. Je vais y venir. Il y a, vous l'avez probablement entendu, des obligations de performance énergétique des logements en 2033 et 2045 en région de Bruxelles-Capitale. D'autre part, les certificats serviront de base à un programme d'amélioration énergétique d'une copropriété.
Par contre, parce qu'on nous pose souvent la question, je rappelle ici qu'il n'y a pas, et ce n'est pas prévu en région bruxelloise, de certificat pour les parties communes d'une copropriété. Tous les logements devront disposer d'un certificat. Petit rappel, la validité d'un certificat est 10 ans. Et quelles sont ces fameuses obligations que j'aurai? Vous les voyez ici. Donc, 2031, au plus tôt, obligation d'avoir un certificat pour tout le monde. 2033, tous les logements devront avoir un certificat E. S'il n'y a pas ça, il y aura des amendes à payer. Et ces amendes seront de 2,5 euros par kilowattheure par mètre carré an qui dépense l'exigence. C'est plafonné à un G. Donc, si vous avez vraiment un certificat catastrophique, c'est plafonné. Pour vous donner une idée, quand même, de ces montants, et c'est quand même pas pour rire, un appartement de 100 mètres carrés qui est en G, qui est sous les toits et le toit n'est pas isolé, 100 mètres carrés, hein, c'est pas non plus un château, l'amende s'élèvera à peu près à 20 000 euros. C'est pas rien en 2033. Deuxième milestone, deuxième point, c'est pour en 2046, on parle aujourd'hui plutôt de 2047, c'est qu'il faudra obtenir un PEB de 150, un PEB C. Voilà. Là aussi, on ne va pas philosopher ici sur comment y arriver, mais en tout cas, ça c'est l'ordonnance, elle dit bien cela. Et comme vous le voyez, c'est vraiment basé sur le certificat. Donc, on voit toute l'importance qu'a ce certificat, évidemment, puisque les amendes éventuelles de 2033 c'est demain, hein, seront basées sur ce certificat. Alors, le certificat, il est également utilisé tout simplement comme outil, puisque ça donne une idée, on le verra tout à l'heure, des travaux prioritaires en cas de rénovation énergétique. Le logiciel peut être utilisé pour faire des simulations de certificats et voir l'impact sur ce certificat d'une rénovation énergétique. Ben oui, les gens, comme ils voient, ils se disent ah, il faut que j'ai E en 2033, mais je ne veux pas faire les travaux pour rien. Donc, monsieur le certificateur, faites-moi vite quelques simulations. Si j'isole mon toit avec tel matériau et telle épaisseur, est-ce que j'arriverai bien en E? Donc, clairement, on a, en tant que certificateur, de plus en plus de demandes de ce type-là. Et les agents immobiliers, les experts géomètres, ils utilisent quand même, ils ont besoin du certificat pour expertiser un bien. Voilà, donc un petit peu, on a remis un petit peu en contexte le certificat, un petit peu quand même son utilité, ce qu'il est, ce qui n'est pas. Maintenant, on va un petit peu voir de façon un peu plus détaillée le contenu du certificat énergétique. Alors, le sommaire, en résumé, donc en première page avec des infos générales, on les parcourra ensemble une par une. Ensuite, il y a une table de matières, des liens pour un accompagnement à la rénovation. En page 2, en page 3, peut-être le plus intéressant, depuis quelques années, il y a un scénario de rénovation énergétique avec des gains potentiels. Il y a des pages d'explications ensuite. Il y a une page avec les émissions de CO2, les énergies renouvelables utilisées et la répartition des consommations. On a l'explication détaillée des améliorations proposées. Ensuite, on a des explications générales sur le certificat. Hein, en général, en page 9, 10 ou 11, ça dépend évidemment de la dimension de la maison et du nombre de pages qu'aura le certificat. On a une explication sur la réglementation chauffage PEB. Et enfin, et ça c'est depuis quelques années, on a, et en toute transparence, le rapport d'encodage. Donc aujourd'hui, quand vous recevez un certificat, vous savez tout ce que le certificateur a encodé. À la rigueur, si vous voulez, vous pouvez tout revoir, voir s'il n'a pas fait d'erreur. C'est complètement transparent. Ce n'était pas le cas au début. En général, c'est à partir de la page 11 ou 12, quand les gens viennent nous voir, ils se sont arrêtés à la page 3. Donc, j'espère que maintenant, après les explications que je vous fournirai, vous irez jusqu'au bout du certificat et que vous lirez les 15, 16 ou 17 pages qu'il y a. Alors, en page 1, on voit d'abord toute une série d'informations générales. Vous avez naturellement l'adresse du bien, vous avez une photo avec le bien si c'est un appartement qui est entouré. Vous avez une surface brute. Je vais y revenir de cette surface brute parce que c'est assez important. Vous avez le résultat, hein, exprimé ici en kilowattheure par mètre carré an, qui donne une classe énergétique, le D- ici pour cet exemple. On vous a mis les repères, les objectifs, les exigences à atteindre en 2033 et 2045, comme ça vous vous situez par rapport à ça. Alors, un petit mot quand même sur cette surface brute PEB. Je ne vais pas dire comment le certificateur la calcule en détail, mais il faut savoir
qu'en Belgique et à Bruxelles en particulier, il n'y a pas de législation belge sur les superficies des biens qu'on met en vendre ou à louer. Vous connaissez tous probablement cette fameuse loi Carrez qui existe en France, où en fait il s'agit en gros de la superficie tapis, donc il y a un calcul bien précis et une obligation légale de suivre des normes bien précises pour calculer un bien qui est mis en vente ou en location et que les mètres carrés représentent et sont bien des choses que, enfin, suivent des normes bien précises. À Bruxelles, en Belgique, il n'y a pas ça. Donc en fait, en gros, on peut mettre un peu ce qu'on veut sur les superficies des biens. On le sait tous, parfois on mettait la superficie de la terrasse, parfois pas, est-ce que je rajoutais mon KGB ou pas. Bref, on fait un peu ce qu'on veut. Et puisqu'on fait un peu ce qu'on veut, souvent, les gens qui vendent et qui n'ont pas envie de calculer ou qui ne savent pas calculer précisément la superficie vont utiliser cette fameuse superficie brute qui se trouve en première page du certificat. Donc, cette donnée est vraiment très souvent utilisée non seulement par les particuliers, mais il y a énormément d'agences immobilières également qui vont se baser sur cette superficie, puisqu'au moins elle est quelque part objective ou elle semble objective. Il faut juste savoir ce que c'est. Cette superficie que vous avez là, c'est la superficie brute, ce qui veut dire que c'est la superficie avec tous les murs intérieurs et l'entièreté des murs extérieurs. Donc, c'est bien plus grand que la superficie habitable. Si on compare, si on appliquait la loi Carrez en Belgique, il y a une différence entre 10 et 20%, suivant le type de bien, entre la superficie habitable, superficie tapis à l'intérieur de mon logement, et la superficie brute mesurée par le certificateur. Il n'y a pas l'une qui est meilleure que l'autre, on ne parle pas de justesse, il faut juste que vous sachiez que quand voilà, vous avez dans une annonce des mètres carrés, demandez quel mètre carré, quelle superficie c'est, et vous savez que si c'est une superficie qui vient du certificat ou c'est la même que vous retrouvez sur le certificat, que c'est vraiment la superficie brute avec tous les murs intérieurs et les murs extérieurs. Ça ne comprend pas les terrasses, cette superficie brute, ça ne comprend pas les espaces en dehors du volume protégé, dit chauffé. Pour un appartement, ça ne concerne pas les garages, les caves ou les chambres de bonne. Et important à savoir, ça ne comprend que les superficies qui ont une hauteur nette sous plafond supérieure à 2,1 mètres. Ça veut dire qu'un appartement qui se trouvera sous un toit incliné, il aura une superficie qui sera vraiment très petite. Là, c'est l'inverse, on aura nettement moindre que cette surface dite habitable. Et les pièces qui sont sous un toit incliné, des combles aménagés, il y a vraiment une sous-évaluation évidemment de la superficie dont je dispose, puisqu'on ne prend en compte que la hauteur supérieure à 2,1 mètres. Je vous le dirai tout à l'heure, ça changera dans le futur. Sachez pour votre information que ce 2,1 mètres est un peu arbitraire. Les autres régions utilisent une superficie qui est en général utilisée aussi par les architectes et normalement les agents immobiliers de 1,5 mètres. Donc là, on aura plutôt une superficie qui sera inférieure à ce qu'on espérait avoir. En page, en page 3 et 4, donc en page 2, il y a des liens, notamment vers HomeGrid, vers le réseau Habitat. Mais en page 3 et 4, vous avez un scénario de rénovation. Là, ça, c'est pas mal quand même. Ça veut dire qu'en fait, on verra comment c'est calculé, mais vous avez vraiment toutes des propositions de travaux pour améliorer le résultat de votre certificat. Et si je prends ici l'exemple, donc on avait un certificat qui était en G, on voit étape par étape tout ce que je peux faire pour éventuellement arriver, en ayant beaucoup de sous, en C+, et atteindre les objectifs, en tout cas, de 2030, de 2045. Vous verrez aussi qu'il y a des petits logos, et des petits logos que vous verrez régulièrement dans le certificat. Ces petits logos veulent dire que c'est un point d'attention qui disent attention, ici par exemple, isoler la façade. Le petit logo, c'est le petit logo urbanisme, c'est-à-dire attention, vous allez peut-être isoler la façade, mais allez quand même voir le service urbanisme, un permis d'urbanisme peut être nécessaire. Vous avez aussi des logos qui parlent de copropriété, quand vous avez ça, le petit bâtiment ici, c'est-à-dire attention, on vous a proposé d'isoler la façade arrière, mais c'est la copropriété qui doit prendre la décision. C'est pas privatif. Et vous avez également un petit logo comme ceci, un petit bâtiment avec un point rouge. C'est dire, attention, on vous propose d'isoler le pignon, mais c'est une mitoyenneté. Essayez d'avoir l'accord de votre voisin avant de le faire. Donc ça, c'est les petits logos que vous retrouvez dans le certificat. Et sinon, vous avez, comment le lire? Ben voilà, vous avez ici, si je fais un zoom sur les trois premières propositions, vous avez si je remplace la chaudière par une chaudière plus performante, j'arriverai de 370 à 273. Vous avez le gain qui sera fait par
le remplacement de la chaudière. Si j'isole la toiture plate, ben, vous avez ici, je passe de 273 à 217, etc. Alors, il faut juste savoir que ces scénarios sont automatiquement générés par le logiciel. Parfois, vous avez des propositions d'amélioration qui sont techniquement ou urbanistiquement impossibles à mettre en œuvre. Il faut le savoir. Donc, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant. Ces scénarios de rénovation, les propositions d'amélioration sont classées par gain énergétique exprimé en kilowattheure par mètre carré an, euh, sur base d'une rénovation. Et c'est basé sur quoi ces améliorations? C'est sur base d'une rénovation aux normes des PEB travaux actuels. Donc, si, si j'ai un toit qui n'est pas isolé, on va le comparer à un toit isolé, mais isolé avec quoi? Ben, avec suffisamment d'isolation pour répondre à la norme actuelle de la PEB travaux. L'ordre de préconisation ne suit pas spécialement une logique constructive. Donc, parfois, on dit puisqu'il suit uniquement basé sur l'économie. Il n'y a pas non plus de ce qu'on appelle, je ne l'ai pas écrit ici, mais il n'y a pas non plus de cost optimum. Donc parfois, si j'ai des tuyaux qui ne sont pas isolés en cave de ma chaudière, ben, peut-être que ça ne coûtera pas très cher et que j'ai un petit gain qui ne coûtera pas très cher, je vais peut-être commencer par ça, alors qu'il sera qu'en troisième, quatrième ou cinquième position dans ce qui est préconisé. Donc il n'y a pas non plus de cost optimum. C'est vraiment basé uniquement sur le gain énergétique. Important parce qu'on nous demande parfois, on me dit parfois, le certificat m'oblige à... Non, 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 non. Les préconisations ne sont jamais obligatoires. Et les exigences de 2033 et 2045 sont des obligations de résultat, pas de moyens. Vous vous en doutez, je vais prendre un exemple absurde. Si j'ai une maison qui est en G, je veux obtenir en E, mais je n'ai pas envie de toucher à ma maison. À la limite, vous louez le champ qui est derrière chez vous et vous mettez des panneaux photovoltaïques liés à votre compteur. Vous couvrez le champ, vous atteindrez le résultat demandé. Et vous ne devrez pas payer d'amende. Donc, c'est bien une obligation de résultat, pas de moyens. Vous avez toujours dans les scénarios de rénovation, s'il n'était pas installé, un système D en ventilation avec récupération de chaleur qui sera toujours proposé. C'est rarement possible de faire ça en rénovation, mais il sera d'office proposé. Donc, pour rappel, le système D, c'est un système entièrement mécanisé avec une pulsion d'air frais dans les pièces de vie, une extraction d'air dans les pièces humides avec une récupération de chaleur. Ce sera toujours proposé, mais voilà, je veux dire, tout le monde n'a pas envie de mettre des faux plafonds partout et d'investir 20 000 euros pour ça. Donc, sachez-le. Là aussi, c'est expliqué plus loin dans le certificat, mais les gens disent, tiens, on me propose de ventilation, je mets une extraction dans ma salle de bain, donc j'aurai le gain. Non, il n'y aura pas de gain juste pour une extraction dans la salle de bain. Sachez aussi que dans le scénario de rénovation, les énergies renouvelables ne sont jamais proposées. On ne va jamais vous proposer de placer des panneaux photovoltaïques, par exemple. En page 4 ou 5 du certificat, vous aurez les émissions de CO2 que ça représente, exprimées également en mètre carré, en kilos par mètre carré par an. Vous aurez la présence ou l'absence d'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui est considéré comme énergie renouvelable dans la certification? C'est le solaire thermique, c'est le solaire photovoltaïque, c'est la cogénération dans le cas de copropriété et c'est la présence d'une pompe à chaleur. Vous avez également en page 4 ou en page 5, hein, suivant la taille du certificat, s'il y a beaucoup de recommandations, on sera en page 5. Vous avez également la répartition de vos consommations en fonction du chauffage. Ben ici, ben, la plupart des consommations, c'est pour le chauffage, éventuellement un petit peu pour la climatisation. Vous avez ce que représente l'eau chaude, voilà, 11% pour l'eau chaude, et les auxiliaires, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui est circulateur, les ventilateurs de ma chaudière qui fonctionnent en général à l'électricité, ce que ça représente dans mon certificat. Ça, vous verrez en page 4 ou 5. C'est plutôt informatif. Dans la page 7 et suivante, elles sont relativement intéressantes, pas toujours lues. Vous avez une explication détaillée et chiffrée des recommandations avec les points d'attention techniques. Donc, ici, pour l'isolation des façades, on va dire bah, attention au pont thermique, attention à tel ou tel point, attention éventuellement aux contraintes urbanistiques. Et vous avez le détail des gains. Ben voilà, en suivant les façades, vous avez la valeur U actuelle, hein, donc le niveau de la performance actuelle, la performance future, la surface et l'économie par an. Si vous faites cet investissement, ce qui permettrait éventuellement de calculer des temps de retour. Ça, c'est pas fait dans le certificat, mais vous pourrez le faire. Vous avez vraiment le détail des améliorations. En page 9, 10 ou 11, vous avez toute une série d'explications
euh, très générales, hein. Beaucoup de choses que je vous ai dit, c'est quoi la classe énergétique, comment on calcule la performance, la différence entre la consommation réelle et la théorique, c'est quoi l'ingénierie primaire, je vous l'ai expliqué, la validité du certificat, et on vous explique aussi la politique révolution de la région Bruxelles-Capitale. En page 10 ou 11, on vous présente la réglementation chauffage PEB. Donc, on vous explique un petit peu les obligations qui vous incombent par rapport à cela. Donc, je rappelle, c'est la réception chauffage PEB obligatoire lorsque vous mettez une nouvelle chaudière, le contrôle périodique tous les 2 ans d'une chaudière à gaz, tous les ans d'une chaudière à mazout, et pour les grandes chaudières dans les immeubles à appartements, il y a le diagnostic à faire tous les 5 ans. Si ce n'est pas présent, vous aurez, comme vous le voyez là, une petite croix rouge qui sera dans le certificat. Attention, la présence, cette petite croix rouge ou la présence ou pas de ces documents n'a aucune influence sur le résultat du certificat. Simplement, c'est un point d'attention en disant, voilà, vos obligations, ben voilà, le certificateur n'a pas vu les attestations réglementaires et une petite croix rouge. Peut-être qu'elles existaient, mais qu'on les a perdues, ou que dans un cas dans un immeuble, dans une copropriété, le syndic n'avait pas envie de l'envoyer ou ne le retrouvait pas. Enfin, voilà, c'est simplement un point d'attention, ça ne change pas le résultat. Toujours sur cette même page, vous avez la réglementation chauffage PEB. Vous avez, et ça peut être intéressant quand même quand vous recevez un certificat, vous avez le nom du certificateur et son numéro d'agrément. Ici, le certificateur a mis un numéro de GSM, mais en général, c'est pas dedans, c'est pas une obligation, hein, selon la société éventuellement, mais il y a en tout cas le numéro d'agrément et son nom. Avec ça, vous savez retrouver ses coordonnées. Si vous avez des questions sur un certificat que vous recevez, vous avez ces coordonnées, après l'achat d'un bien par exemple, vous avez ces coordonnées que vous pouvez retrouver ces coordonnées complètes sur le site de Bruxelles Environnement. Alors, en page 12, 13 et suivante, vous avez ce rapport d'encodage que vous disais tout à l'heure. C'est quand même pas mal parce que ça veut dire que le certificateur, tout ce qu'il a encodé, se trouve là en toute transparence. Vous avez l'épreuve qu'il a utilisée, la superficie, le volume du logement, l'année de construction, l'orientation, tous les types de parois, les types constructifs, l'isolation présente ou pas, les matériaux d'isolation qu'il a constaté sur place, ce qui concerne les vitrages et les châssis, les superficies de déperdition, les systèmes placés. Donc tout ça se trouve dans le rapport d'encodage. Certes, ce n'est pas toujours facile à dépatouiller, mais il y a quand même moyen un petit peu se débrouiller. Et en tout cas, pour les données principales, on sait clairement, elles sont tout à fait compréhensibles. Vous voyez ici, en dessous, vous avez toutes les preuves qu'a utilisé le certificateur. Vous avez la fameuse superficie brute dont je vous ai parlé, le volume, vous avez une petite description de ce qui a été certifié, vous avez la date de la visite du certificat. Ensuite, dans les pages qui suivent, vous avez les détails sur, sur toutes les parois. Ben, ici, on a pris comme exemple toiture plate ou toiture inclinée, mais ici, vous voyez par exemple que le certificateur a constaté la présence d'une isolation, mais il avait une preuve acceptable pour ça, mais, mais son épaisseur était inconnue. Il ne savait pas s'il y avait une lame d'air. Ici, par exemple, pour la toiture plate, il ne savait pas s'il y avait une isolation. Alors, en fonction de l'âge du bâtiment, le logiciel va donner une valeur, une performance à la paroi plus ou moins élevée. Si le bâtiment est ancien, ben, c'est comme s'il n'y avait pas d'isolant du tout. Si le bâtiment est très récent, il va quand même, si vous mettez inconnu, estimer qu'il y a un petit peu d'isolant. Ces valeurs par défaut sont toujours moins bonnes que, dans 99% des cas, elles seront moins bonnes que si on avait connu si on avait vraiment constaté la présence de l'isolant ou on avait une preuve de la présence d'un isolant avec son épaisseur et son type. Toujours dans le rapport d'encodage, ici un extrait sur les installations techniques, mais vous voyez ce que le certificateur a vu. Ben, il a vu une chaudière, une marque de Vaillant, le type de chaudière. Il n'a pas su déterminer l'année de fabrication ni la puissance nominale, donc ça sera la valeur par défaut sera plutôt mauvaise. Pour le type d'émetteur, s'il y avait un thermostat ou pas, ben ici voilà, il y avait un thermostat. Comment était produite l'eau chaude sanitaire, la ventilation, tout ça, on retrouve dans
rapport d'encodage qui fait 4-5 pages et qui reprend tout ce qui a été encodé. Alors, pour terminer, et pour aller un tout petit peu plus loin, ça ne fait pas partie de l'objet de cette présentation. Ça mériterait une présentation rien qu'elle seule, mais je rappelle quand même qu'est-ce qui pénalise le certificat, parce qu'on en a quand même très souvent. Mais c'est un toit qui n'est pas isolé, une paroi non isolée, un sol non isolé, un appartement au rez-de-chaussée avec un sol avec des caves ou des garages en dessous aura rarement un très bon certificat. Les logements sous comble, ils sont en général un mauvais certificat, puisque la hauteur sous plafond est à beaucoup d'endroits inférieure à 2,10 m, ce que je vous l'avais dit, donc c'est souvent de très mauvais certificats. Le chauffage électrique est terriblement pénalisé, puisque les consommations théoriques sont multipliées par 2,5, je vous l'ai dit. Les mauvaises capacités, ben, ça, ou cas de façade, ça ne favorise pas évidemment un bon certificat, une vieille chaudière sans régulation. Les boucles de circulation d'eau chaude sanitaire qui ne sont pas isolées sont très pénalisantes. Et je le rappelle encore une fois, mais c'est important, si on n'a pas de preuves acceptables, si on ne voit rien, ce sont des valeurs par défaut, le certificat sera pas bon. Alors, les évolutions prévues du certificat, en fait, vous en avez peut-être entendu parler. Il y a un nouveau logiciel unique en région bruxelloise qui est actuellement préparé et qui va englober tous les types de certificats, les 3 types dont je vous ai parlé en début de présentation, ainsi que la procédure des travaux PEB. À partir de quand? On parle de 2027 si tout va très 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 bien. 2028, c'est un peu plus réaliste. Il y aura un nouveau logiciel. La base de calcul sera également modifiée. Et le certificat PEB, qui seront calculés avec ce nouveau logiciel, seront dans de nombreux cas plus favorables. Pourquoi? Alors, pour 2 ou 3 raisons principalement. D'abord, c'est que le réchauffement climatique sera pris en compte. Donc, en fait, comme je vous ai dit, on calcule la consommation théorique d'un logement qu'on va diviser par sa superficie. Et la consommation théorique, si on tient compte du réchauffement climatique, elle sera plus faible, il faudra moins chauffer. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que votre certificat sera meilleur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a toujours un réchauffement climatique et on le remarque encore aujourd'hui les conséquences. La superficie brute prise en compte dans les espaces sous toit incliné ne sera plus 2,10 m, mais ce sera 1,50 m comme dans les autres régions. Ça veut dire que les logements sous toit incliné auront, sans rien faire, un nettement meilleur certificat. Et pour les maisons qui ont un toit incliné avec des combles aménagés, on aura une plus grande superficie prise en compte, donc un meilleur certificat. Et enfin, le coefficient de conversion en énergie primaire va baisser, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de la production d'énergie renouvelable pour l'électricité, donc que le rendement théorique de toutes les centrales et la prise en compte de toutes les pertes va quand même évoluer, et ce sera de 1,9 à la place de 2,5, ce qui veut dire que tous les exulières, ce sera mieux, et tous les gens qui chauffent à l'électricité auront un meilleur certificat, et les gens qui utilisent des pompes à chaleur, encore meilleur. Par contre, ce sera un peu moins favorable dans quelques cas, toujours parce que cette base de calcul sera modifiée, parce que l'installation photovoltaïque qui produit l'électricité, même chose, le coefficient, on multipliait la production par 2,5 qu'on soustrayait de la consommation théorique. Donc, ma production théorique était soustraite de ma consommation théorique et elle était multipliée par 2,5, ce sera plus qu'un 9. Même chose pour la cogénération, qui, je rappelle, produit de la chaleur et de l'électricité. Même chose, l'électricité produite, on fera fois 1,9 à la place de fois 2,5. Et en plus, là, on va tenir compte, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un bug, mais on ne tient quasiment pas compte de la consommation de gaz pour la cogénération. Et ils vont un petit peu corriger ça et on en tiendra compte dans le futur. Et je termine avec quelques outils qui se trouvent sur le site de Bruxelles Environnement par rapport à la certification. Vous avez le registre des certificats. Donc, vous avez tous les certificats valides sont repris sur le site, mais ne criez pas trop vite. Alléluia. En fait, c'est uniquement, vous avez l'adresse, la photo du bien et la classe énergétique et le numéro d'agrément du certificateur. Donc, dans le registre, vous trouverez ça, mais il n'y a pas le certificat. Pour ça, vous devrez demander au propriétaire ou éventuellement au certificateur s'il peut vous donner un duplicata. Vous avez la liste des certificateurs agréés, des infofiches, un protocole et logiciel en libre accès, je vous l'ai dit, la législation, la procédure de plainte pour un certificat erroné se trouve également là. Et voilà, j'en ai fini. Et Merci, merci beaucoup Nicolas pour ta voilà, présentation qui a été très claire et super complète. D'ailleurs, on peut comprendre que le certificat PEB, c'est un peu plus qu'une simple lettre
ou un score énergétique, ça peut être un outil pour mieux comprendre le logement et orienter nos choix de rénovation. Il y a beaucoup de questions, on a répondu à quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui ont été partiellement répondues, mais je pense que si la question est posée, ça vaut le coup de revenir sur le sujet. D'abord, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a encore deux certificats réalisés par deux certificateurs sont différents? Parce que la personne demande si l'uniformité est-elle obligatoire. De fait, elle est obligatoire, mais Comme je l'ai dit, en théorie, puisqu'on doit mm, suivre un protocole strict et on utilise le même logiciel, donc en théorie, deux certificateurs qui aujourd'hui font le même certificat devraient avoir le même résultat. Oui, il y aura toujours des petits à un demi-mètre carré près, on peut avoir des petits écarts, mais ça devrait être la même chose. Il faut savoir, pour faire un petit historique, que en 2011, la certification était ouverte à tout le monde et la formation était plutôt simple, les examens plutôt simples. Il y a eu 1200 certificats, il y a eu beaucoup d'abus. Puis Bruxelles Environnement a un peu serré la vis. On est passé à ce moment-là de 1200 à 200 certificateurs. Aujourd'hui, on a à peu près 300, 350. Il y a pas mal de contrôles. Donc, en théorie, sur des certificats qui sont faits aujourd'hui, on devrait avoir plus ou moins la même chose. Il y a également entre un vieux certificat et un nouveau certificat, il est possible qu'on ait des différences parce que le logiciel a un peu évolué et qu'il y a eu des petites modifications du protocole. Donc, c'est possible qu'il y ait des petites différences entre un ancien certificat et un nouveau. Mais en théorie, ça devrait être la même chose, en théorie. ok, donc ça répond un peu à la question qui était sur un certificat fait en 2016, refait en 2026, sans adaptation de la maison, le résultat pourrait-il être moins bien, toute chose de la maison étant égale? Il pourrait être légèrement moins bien parce qu'il y a eu des petites modifications. Maintenant, si on change de trois catégories, ben, je me pose des questions. Aujourd'hui, tout ce qui a été encodé, on peut le vérifier. À l'époque, on faisait un peu tout et n'importe quoi et il faut peut-être se poser la question sur le certificat qui a été fait il y a 10 ans. Je ne peux pas répondre. Il y avait beaucoup de bons, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il y avait aussi, on savait qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a une émission de la RTBF il y a quelques mois ou un an ou deux là, qui est passée, qui montrait en effet les différences qu'il y avait entre voilà, deux certificats. Alors, entre deux certificats de même bien. Ça évolue dans le bon sens en tout cas. Oui, alors une question qui sera, je pense, aussi rapidement répondue, puisque des critères vont changer, est-ce qu'un PEBC aujourd'hui pourrait être un D dans 15 ans, par exemple? Alors, c'est un peu l'inverse. Donc, a priori, les critères vont changer. Donc, c'est plutôt que la région, je crois qu'il y a aussi, comme je dis, il y aura un nouveau logiciel dans la plupart des cas, un nouveau mode de calcul. Dans la plupart des cas, le certificat sera meilleur dans le futur qu'aujourd'hui. Alors, après ça, le certificat, et en tout cas, et les classes énergétiques, le calcul pas. Le calcul, il est physique. Hein, qu'on se comprenne bien. Le calcul, il est physique. Donc, le résultat, sera toujours le même aujourd'hui, dans 20 ans, dans 50 ans, c'est un calcul physique qui est fait par un logiciel qui est plus ou moins bien fait, il n'y a pas de souci à la marge. Par contre, le label, la classe énergétique, c'est une décision politique. Donc si demain, on décide qu'à 150 kWh par mètre carré, on n'est plus en C, mais on est en Z, ça ne change rien au résultat de 150, mais c'est le politique qui décidera que ce sera Z. Donc la classe énergétique, elle dépend d'une décision politique. Ceci étant dit, comme le mode de calcul va changer, va tenir compte du réchauffement climatique, Bruxelles Environnement nous dit qu'a priori, on pourrait gagner souvent une lettre dans beaucoup de cas. Donc, le certificat devrait être meilleur, sauf les deux petits cas que je vous ai cités dans la présentation, dans le futur par rapport à aujourd'hui. Ok. Il y a plus de 80 personnes qui t'ont écouté, donc il y a quand même beaucoup de questions. Une question sur une copro. Ma copropriété a décidé d'isoler la toiture de l'immeuble. Moi, je vis au rez-de-chaussée, ça n'améliorera donc pas mon certificat PEB. Non, ça n'améliorera pas le cycle APEB. J'invite la personne à demander à la copro d'isoler le plafond des caves. Pardon. Si j'ai bénéficié d'un abattement pour améliorer mon certificat PEB, mais comme il y a maintenant la fin des primes et le nouveau certificat PEB, est-ce que ça sera réalisable de faire ces travaux dans les 3 ans ou est-ce que vous pensez qu'il y aura un délai complémentaire? Je pense qu'on n'a pas la réponse à ça. Absolument, on n'a pas la Voilà. réponse. Donc, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà, non, non, a priori, il n'y a pas de réponse, donc on ne sait pas plus voilà, que ce que la presse en dit. Donc aujourd'hui, moi, des primes, je suis pas sûr qu'il y en ait encore, mais qui sait peut-être. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est prévu, parce que la presse en a parlé, c'est des prêts à 0% ou à taux réduit à partir de 2027. Promesse d'un ou d'une ministre. Hein.
reprise par la presse, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais voilà, et on ne sait pas s'il y aura des Hum. élongations des délais pour faire les travaux. Non, parce qu'il n'y a Euh, pas de lien entre les deux. Ça, on peut dire qu'a priori, il n'y a aucun lien entre la réduction, qui est une des, prime pré- déguisée. Voilà, donc ça, il y des a... droits d'enregistrement liés Exactement, exactement. au fait Donc, que vous vous engagez à réaliser des travaux. Si l'ACP refuse d'isoler la toiture et que mon appartement est sous toiture, qui devra payer pour l'amende éventuelle? alors, à partir de ce qui est prévu par la législation, mais ça sort un peu du cadre ici, mais en effet, il est prévu une co-responsabilité de la copropriété. Donc, j'invite à aller sur le site de Bruxelles Environnement qui explique ça, mais il y a une co-responsabilité, ça veut dire que tout le monde devra payer. Si c'est vraiment de la faute de la copro, que la copro dit, je, je ne veux pas isoler, parce que ça concerne qu'un appartement, je ne veux pas isoler le cinquième étage, nous, on a tous des bons certificats, on ne paiera pas d'amende, le cinquième, tant pis pour lui. Eh bien non, tout le monde devra participer à l'amende du cinquième qui n'est pas isolé parce que la copropriété avait la possibilité d'améliorer la chose. Donc il y aura une co-responsabilité de l'ensemble des copropriétaires. Tout le monde devra payer. C'est pas plus mal. Question très intéressante. Que se passe-t-il si l'urbanisme refuse un permis pour isoler la façade? Est-ce qu'on va quand même devoir payer une amende si on n'arrive pas à atteindre les classes énergétiques? C'est une excellente question. Il y a un régime dérogatoire qui est prévu. Alors, il n'est pas encore fixé, mais un régime dérogatoire qui est prévu avec, pour des raisons, alors de mémoire, c'est économique. Charles, tu vas m'aider pour des raisons Technique, techniques, économiques, et je vais le troisième. bah, de consommation. Non, 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 c'est en 2033. Enfin Ouais, voilà, c'est le même régime aujourd'hui pour la PEB travaux par ailleurs. Donc il y a un régime dérogatoire qui est prévu en effet. Il n'est pas encore tout à fait finalisé, mais il est prévu. Ceci, naturellement, je vais donner un bel exemple. Si j'ai un immeuble classé, il est évident qu'on ne va pas me demander d'isoler la façade par l'extérieur, hein. Donc ça, c'est un excellent motif de dérogation. mais il y a quand même, c'est pas Hmm. un motif pour ne pas isoler les murs pignons éventuels, la façade arrière, la toiture. Absolument, parce que ça, on peut toujours le faire, donc ce ne sera pas un motif, absolument. Donc, c'est pas parce qu'on a un bâtiment classé qu'il n'y a aucun travaux qui sont faisables. Tout à C'est fait, tout ça à fait. que, Donc, bon, on parlait ici, voilà. bon, l'exemple venait de l'urbanisme, hein. Donc Mm. l'urbanisme l'interdit. Oui, ben voilà, bah, si je ne sais pas isoler la façade avant, Il y a bah, je ne d'autres sais pas. parois sur lesquelles on sait travailler quand même. Exactement, exactement. Bon, question d'exemplarité, les bâtiments publics. Oui, T'as un petit avis sur quels sont les délais, est-ce qu'ils vont y arriver? ici, alors, non, je n'ai pas d'avis si elles sont arrivées, je veux juste renvoyer vers toujours le site de BE, mais en effet, il y a une exemplarité qui est faite, qui est demandée, donc qui est un peu plus exigeante que pour le reste. Alors, on est plus dans le tertiaire là, hein, mais il faut arriver à un niveau. Il faut que tout soit passif, je crois, pour 2045. Et il y a en effet, je ne le connais pas par cœur, mais il y a un planning d'exemplarité qui existe également. Et il y a un planning un peu différent pour les logements sociaux également. Donc, les logements sociaux n'ont pas tout à fait, je parlais de logement, mais je mettrai les logements sociaux à part, puisque c'est un planning encore différent. Ils devront aller un peu plus vite que monsieur et madame tout le monde qui ont un logement. Mais il y a un Euh, planning qui existe également, oui, oui. Parfait. Une personne qui cherche un logement, elle a reçu un certificat PEB, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de date d'émission, pas de numéro unique sur ce certificat. Alors, c'est pas un certificat. Le certificat, on peut le sortir en draft. À ce moment-là, il n'y a pas de certificat, il n'y a pas de numéro, mais sinon, 100% des certificats ont, avant, ils avaient une date de validité. Aujourd'hui, il n'y a plus de date de validité, il y a une date d'émission. Mais on sait que la validité, c'est 10 ans. Et il y a toujours un numéro. C'est un numéro avec plein de chiffres et des petits tirets et plein de chiffres. Et S'il n'y vous a pas pouvez ça, c'est pas retrouver, bon. sur base de l'adresse du logement, vous pouvez retrouver si le certificat PEB existe sur le registre PEB. Absolument. Donc, n'hésitez pas à aller taper registre PEB, vous avez la liste de tous les certificats qui existent. Vous n'aurez pas l'entièreté du certificat, mais au moins, On saura comme s'il quoi existe. il y en a un qui existe. Exactement. Alors, pourquoi est-ce que les énergies renouvelables ne sont pas reprises dans les scénarios de rénovation? Je n'ai pas de réponse parce qu'en fait, je crois que, alors, ça n'engage que moi, hein, mais je crois que informatiquement parlant, c'est un petit peu compliqué à savoir si c'est faisable ou pas d'en placer. C'est tout. Je veux Mais dire, par parce que contre, ça chaque cas aura est un différent. impact. Mais Mm. c'est un impact évidemment, parce que Si, chaque si. cas est différent. Et je vais dire autre chose. Je peux très bien, j'habite un appartement, je donne un exemple, du deuxième étage, d'un immeuble de 3 étages. Je peux très bien placer des panneaux photovoltaïques au troisième étage, mais le logiciel, il ne sait pas qu'il y a un troisième étage où je peux en placer. Donc, c'est difficile pour le logiciel de commencer à intégrer des panneaux éventuels. Donc, c'est juste techniquement, à mon avis, compliqué de le faire. Il aurait pu avoir un petit mot en disant, et n'oubliez pas les énergies renouvelables, mais je crois que c'est difficile d'intégrer ça dans la certification, Ok. pas dans le Euh, certificat.
Le certificat PEB concerne le chauffage d'une habitation, mais est-ce qu'il comprend aussi la consommation électrique pour l'éclairage, par exemple, ou la Non, cuisine? absolument pas. Donc, c'est une très bonne question. Donc, les consommations électriques ne sont prises en compte que quand elles concernent le chauffage, une fois de proche ou de loin, et un tout petit peu la ventilation de façon forfaitaire. Merci. Si on doit isoler pour 2029, mais que le certificat PEB va changer en 2027-2028, comment est-ce qu'on peut planifier sérieusement des travaux sans connaître à l'avance les nouvelles règles, nouvelles normes, législations? Alors, en gros, la législation ne va pas changer, les règles ne vont pas changer, donc elles sont bien connues aujourd'hui. La seule chose, c'est que le mode de calcul va un tout petit peu changer. Donc, ce n'est pas des règles qui changent, c'est vraiment le mode de calcul du certificat. Et je vous ai dit, en tenant compte il y a quelques paramètres qui vont changer, qui feront qu'a priori, les certificats seront meilleurs. Par contre, là où c'est vrai, je comprends la question où c'est embêtant, c'est de dire, je fais une simulation d'un certificat aujourd'hui pour arriver à E en 2033, ben là, j'y arrive pas. Est-ce que je vais y arriver avec le nouveau mode de calcul? Je n'ai pas de réponse, parce que je n'ai pas ce nouveau logiciel, évidemment. Pour certaines maisons anciennes à Bruxelles, il sera probablement impossible d'atteindre le niveau C. Quel est... On repart sur la question du régime dérogatoire? On repart naturellement sur la question du régime dérogatoire. Je vais, pour rassurer, j'en sais rien, mais moi, s'il faut atteindre C, il faut probablement démolir et construire la moitié de la ville. Donc, il y aura un régime dérogatoire. Pour 2045, c'est peut-être une autre bonne nouvelle, on tiendra compte aussi dans certains cas de la consommation réelle. Donc, les propriétaires occupants avec une consommation réelle pourront obtenir une dérogation. Ce n'est pas le cas en 2033, mais bien en 2045. Et puis voilà, des régimes dérogatoires, et puis on verra. Enfin, on sait que la législation peut encore évoluer, évidemment, mais de fait, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Les certificats PEB en copropriété, donc tu dis bien qu'il n'y a effectivement pas de certificat pour les parties communes, mais du Absolument. coup, comment un syndic bénévole peut-il voir un peu ce qui va se passer? Comment va-t-il faire pour savoir quel est le niveau PEB global, ce qui doit être fait en priorité, etc. Alors, c'est une très bonne question. Donc, chaque copropriété aura l'obligation pour 2033, pas maintenant, hein, pour 2033, de désigner un certificateur. Ce certificateur devra récolter les certificats qui existent déjà et fera les certificats des unités de logement qui n'ont pas encore de certificat. Donc, ce certificateur, il aura l'ensemble des certificats de la copropriété et il devra émettre, je l'ai dit très rapidement, mais peut-être un peu trop rapidement, il devra émettre une recommandation et un plan de rénovation quelque part ou des recommandations pour atteindre les objectifs demandés et pour que tous les appartements atteignent bien les objectifs demandés. Donc en fait, le syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel, se fera aider par un certificateur qu'il aura désigné. 2033, hein, pas de stress, vous ne ruez pas sur la liste des certificateurs, il y a encore le temps, mais c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Ok, merci, merci Nicolas pour ces précisions. Alors, il est 13h29. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de ce webinaire. Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre parce que vous étiez très nombreux à nous suivre et à réagir à la belle présentation de Nicolas. J'espère que quand même ce que vous avez écouté aujourd'hui vous a permis d'y voir plus clair pour mieux identifier les informations qui sont utiles dans vos futurs projets de rénovation. N'hésitez pas à nous contacter, homegrade.brussels. Il y a plein de gens qui nous applaudissent et qui te félicitent, Nicolas. N'hésitez Merci pas à à eux. nous contacter sur notre site internet. On a aussi un guichet qui est ouvert du mardi au jeudi de 10h à 16h. Vous avez le 18-10 sur lequel vous pouvez nous contacter de 10h à midi et de 14h à 16h. On sera là pour répondre à vos questions. Merci encore, Nicolas, pour la présentation de ce jour. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation, pour les nombreuses questions qui enrichissent nos présentations. Excellente après-midi à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao, Nicolas. Au revoir, merci.